Alors, sans plus attendre, nous, on est ici aujourd'hui. Je me représente, Charlotte Monfils-Rattel, c'est ça, urbaniste et chargée de projet à l'Arpan, accompagnée de mon collègue Mathieu. À l'Arpan, on s'est intéressé à la question de la densification douce dès nos tout débuts, probablement parce qu'on vient à peu près tous de la banlieue. Et justement, qu'on s'intéressait aux façons un peu de faire évoluer ces quartiers-là tout en gardant l'esprit justement de quartiers plus tranquilles et tout, mais dans l'optique aussi de répondre aux besoins changeants des populations qui vivent dans ces quartiers-là. OK, continue. OK, parfait. Donc, c'est ça. On va juste rapidement là, vous présenter un peu le plan de notre courte présentation. Donc, on va vous parler un peu de ce qu'on a fait par rapport aux UHA dans les dernières années, vous présenter quelques ressources, quelques projets sur lesquels on a travaillé. Ensuite, on va... ça fonctionne pas. En ce moment, est-ce que vous voyez tous et toutes la page de présentation encore? Vous ne voyez pas le déroulement? Voyez-vous la diapositive numéro 2? Nat et Piotr, je vous regarde en ce moment. Voyez-vous la diapositive numéro 2? Non. Non? OK, attendez un petit peu. Que la première page. Attendez un peu. Je vais recommencer. Ah, ça fonctionnait? OK, c'est bon, on va reprendre. Pas de problème. Numéro 2? Ça va? Parfait. Donc, comme je disais, c'est ça. Après une brève présentation de nos travaux sur la question des UHA, on va évidemment commencer par parler de c'est quoi une UHA, en fait, puis les quelques déclinaisons, les différents types d'UHA qu'on retrouve sur nos territoires. Et rapidement, un peu là, aborder tous les bénéfices qui sont associés aux UHA et aussi les défis et les enjeux perçus associés aux UHA. Puis ensuite, pour finir sur une note positive, donc les grands principes d'insertion des UHA. Donc, si on décide d'aller de l'avant et d'autoriser les UHA sur le territoire, quels sont les grands principes à respecter pour que ça se passe très bien et que justement les gens puissent mener à bien leur projet. Et finalement, c'est ça, là, quelques pistes de réflexion au niveau de la réglementation municipale, puis on va finir avec la période de questions. Donc, voilà. Donc, bon, comme je disais, l'Arpan, on travaille sur la question des UHA depuis le tout début. On a organisé un forum sur la question des UHA en 2018. On a fait de la recherche sur les UHA qui a mené, entre autres, à la publication du guide UHA qui est disponible gratuitement sur notre site web en anglais et en français. Ce projet-là de recherche a été financé par la SCHL, justement. Nat, tu présentais le podcast sur les UHA à Sainte-Catherine. Eh bien, on est très heureux d'avoir accompagné la ville de Sainte-Catherine sur la Rive-Sud dans l'élaboration de leur nouveau cadre réglementaire pour habiliter le développement des UHA sur leur territoire. Comme je vous disais, c'est ça le premier forum. Puis, on fait souvent des présentations de ce type-là. On se fait assez régulièrement contacter par des villes pour justement les épauler un peu dans leur réflexion, présenter un peu nos recherches, juste introduire la question de façon générale pour piquer la curiosité des élus et aussi des gens au sein des services municipaux. Donc, c'est quoi en fait une UHA? Avant toute chose, avant de se plonger un peu dans les bonnes pratiques de nomenclature et de définition, en fait, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que d'un règlement à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un arrondissement à l'autre, les définitions changent. Et en fait, là, il y a à peu près, en anglais et en français, en Amérique du Nord, une cinquantaine de termes différents qui sont utilisés pour désigner la même chose. Donc, et dans un même règlement,
dans un même article, on peut avoir deux termes différents pour désigner la même chose. Donc, on s'est rendu compte de ces incohérences-là, puis l'objectif premier, ça a été de simplifier tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on entend par une unité d'habitation accessoire? Donc, là, je pense que vous réalisez que c'est une traduction directe du terme Accessory Dwelling Unit, qui est largement utilisé en anglais. On s'est dit, bon, on ne va pas nous non plus trop introduire de nouveautés, on va juste reprendre le même terme. Et donc, c'est un terme parapluie pour désigner tout type de logement secondaire qui vient dans le fond, complémenter un bâtiment principal sur un lot existant. Donc, c'est vraiment il y a un principe là, de subordination qu'il faut garder en tête. On a un bâtiment principal et un bâtiment secondaire. On n'est pas dans du condo. C'est vraiment, typiquement, l'UHA est une habitation locative. Donc, ça, c'est très important là, à garder en tête. Il y a plusieurs types d'UHA. Nous, notre objectif, c'est de garder ça le plus simple possible. Donc, on a, par exemple, le logement accessoire qui vient vraiment s'insérer dans l'habitation. Typiquement, on ne voit pas de différence. Donc, c'est un logement sous-sol, par exemple. L'UHA détaché. Donc, on peut penser le pavillon de jardin Granny Flat et l'UHA attaché, annexe résidentielle, par exemple. À Sainte-Catherine, on a poussé ça encore un petit peu plus loin avec les gens au service d'urbanisme. On a désigné deux catégories d'UHA, les UHA attachés, donc qui incluaient logement en sous-sol aussi, et annexes et autres, et les UHA détachés. Donc, deux types. L'objectif, c'est vraiment de garder ça le plus simple possible pour que ce soit facile à comprendre et à gérer. Quelques exemples pour mettre un peu d'image sur mes mots. Ici, on a deux exemples d'UHA détachés. En fait, c'est ça, c'est pour un peu illustrer que ça peut être très charmant, une UHA détachée. Une des craintes associées, on va y revenir un peu plus tard, c'est vraiment de défigurer un peu le paysage bâti. Dans ces cas-là, on remarque que avec les bons outils réglementaires, on peut en fait se servir des UHA pour rehausser le caractère d'un quartier et rendre ça encore plus charmant. L'exemple à droite de l'écran, c'est un projet par la chaire d'architecture à Saint-Lambert, sur la Rive-Sud. On triche un peu, là, c'est une copropriété en fait, mais on utilise l'exemple pour illustrer que ça peut être très, très joli, en fait, un pavillon de jardin. Sinon, ici, on a une UHA attachée. Donc, si on passe dans la rue, en fait, on ne s'en rend même pas compte qu'il y a une UHA qui est greffée à cette maison unifamiliale-là. Et à votre droite, les logements sous-sol. Les logements sous-sol, beaucoup de craintes aussi associées à ça, la qualité de vie dans ces unités-là. Il y a quand même moyen de très bien encadrer le développement de ces habitations-là. Mais justement, la clé, c'est de faciliter justement le développement de ces logements-là en sous-sol et pour justement que ça ne reste pas dans l'informalité comme ça peut l'être. Parce que je vous garantis que sur chacun de vos territoires, il y a des UHA dans l'informalité, ça c'est certain. Quelques bénéfices associés aux UHA. Nat en a parlé, on est en pleine crise du logement, surchauffe du marché immobilier. On aime beaucoup présenter cette donnée-là de tendance à l'érosion de l'abordabilité. Ça, en fait, il y a quelques années, on a accompagné la ville de Pointe-Claire. On a élaboré une petite boîte à outils pour le développement de logements abordables. Puis en introduction à ça, en mise en contexte, on a parlé de l'érosion de l'abordabilité. Je pense que vous le voyez très clairement, l'augmentation des prix de différents types d'habitations et les courbes d'augmentation des salaires, des prix médians, des salaires médians. En rouge, en Bourgogne, c'est Pointe-Claire, l'agglomération en brun. Je pense que c'est assez évident qu'on est dans un contexte là, où justement la génération, je veux dire peut-être notre génération, on ne fait pas face aux mêmes défis là, d'accès à la propriété que nos parents ont pu vivre. Donc, c'est ça. Donc, je reviens là, rapidement à cette question-là des bénéfices sociaux. L'accès à la propriété, c'est sûr, pour les jeunes.
dans le West Island pour retenir peut-être les plus jeunes ménages aussi, mais pas juste les jeunes. Il y a toutes sortes de ménages qui ont des besoins, les personnes vieillissantes. On a des tendances au vieillissement de la population assez marquées dans le West Island. Puis les UHA, évidemment, la première vocation qu'on leur attribue, c'est ça. C'est pour héberger des ménages peut-être vieillissants en lien avec la parenté, pas loin. On pourrait continuer très longtemps sur les bénéfices sociaux, mais je pense que vous pouvez quand même comprendre vous imaginez toutes les retombées positives que ça peut avoir dans des communautés d'avoir ce type de logement-là. Les bénéfices environnementaux, encore une fois, on est dans de la densification douce, donc c'est des termes un peu techniques qu'on utilise, mais ajouter des logements dans des secteurs qui sont déjà construits, notamment à proximité de stations peut-être de train ou de terminus d'autobus ou de futures gares, de futures stations du REM, par exemple, c'est très bien, justement parce qu'on concentre, en fond, la croissance de la population, on favorise l'augmentation de la population dans ces secteurs-là qui vont être bien desservis. Bénéfices économiques, oui, c'est sûr que c'est des taxes en plus. Donc, on avait fait un petit exercice il y a quelques années pour un élu de Laval. On avait estimé les retombées fiscales de l'ajout des UHA dans un secteur précis en fonction de 3 scénarios. Puis les chiffres étaient assez intéressants. Au niveau social aussi, là, je fais un lien. Les UHA sont maintenant aussi beaucoup utilisés, comme je disais, pour l'accès à la propriété. Pour certaines jeunes familles, par exemple, c'est essentiel de pouvoir financer l'achat d'une maison avec une UHA. Donc, ça aussi, ça peut être un levier intéressant. Enjeux et défis perçus. Je dis perçu, puis j'insiste sur ce mot-là parce qu'on est vraiment dans des questions de perception. Il y a énormément d'outils qu'on peut utiliser pour vraiment très, très bien encadrer le développement des UHA sur les territoires. Et il y a beaucoup d'études aussi qui ont été faites sur ces enjeux-là. Pour un peu, là, je vais utiliser le terme debunk, mais je n'ai pas le terme en français qui me vient, mais c'est vraiment ça. Donc, pour un peu nourrir la réflexion puis passer au-delà et déboulonner des mythes, dans le fond. Donc, c'est sûr qu'au niveau, selon la perspective des citoyens, c'est sûr que ça peut être un projet qui est complexe, justement, parce qu'il faut penser, par exemple, à une case de stationnement. Des fois, son terrain ne permet pas ça, l'ajout d'une deuxième case de stationnement, ou même toute la question du raccordement pour l'égout et l'aqueduc au bâtiment principal. Donc, ça peut être un peu complexe. Mais il y a des outils, puis justement, il y a de la documentation, puis il y a du soutien pour ça, pour passer au-delà de ces petits défis de conception-là. Puis sinon, dans toute la sphère plus socio-culturelle, disons, il y a aussi beaucoup de craintes associées au développement des UHA sur les territoires. Congestion, embourbement dans les rues, gestion des matières résiduelles, conflits de cohabitation, perte de valeur foncière, criminalité accrue, pression sur les services d'infrastructure, donc égouts, aqueducs, changement de visage du quartier, perte de verdure. Bon, on pourrait continuer comme ça, il y en a beaucoup. Mais à toutes ces craintes-là, on peut aussi apposer des solutions. Puis c'est tout à fait faisable. Puis justement aussi, plusieurs de ces craintes-là de ces mythes-là, en fait, ont été déboulonnés dans de nombreuses études. Et si ça vous intéresse d'obtenir justement ces études-là, on avait fait toute une revue de littérature qu'on pourrait vous partager avec grand plaisir. Grand principe d'intégration des UHA. Je vous parlais un peu plus tôt du guide UHA qu'on a publié, qui est disponible aussi en anglais sur notre site. Pour pouvoir faire ce guide-là, puis présenter l'information qu'on nous présente, on a fait une étude, on a ciblé 7 villes ou 6 villes, j'oublie, pionnières sur la question des UHA en Amérique du Nord, dont Ottawa. Puis on a étudié l'évolution de leur cadre réglementaire sur plusieurs années. Donc, tous les amendements qui avaient été faits en cours de route
pour fine-tuner, si vous me permettez l'expression, le cadre réglementaire en fonction justement des réalités vécues, des gens, des obstacles et tout. Et puis donc, les conclusions qu'on a tirées de cette recherche-là nous ont permis d'identifier des grands principes d'insertion, d'intégration des UHA. Bon, évidemment, là, tout d'abord, la localisation, on en parlait. Imaginez-vous, là, ici, on a Kirkland avec une station de REM qui arrive. Et bien, toutes ces zones-là de maisons unifamiliales, ces quartiers pavillonnaires aux abords de cette future station sont toutes désignées pour recevoir des UHA, justement parce qu'on a un service de transport structurant qui s'en vient à proximité. Au niveau de l'architecture du cadre bâti, toute la question de l'insertion harmonieuse, on en parlait un petit peu plus tôt. Il y a des outils réglementaires pour s'assurer que l'architecture, le cadre bâti de ces nouvelles unités-là soit harmonieuse et s'intègre très bien avec le bâtiment principal. Donc, voilà quelques exemples ici. Aussi, dans le fond, là, d'y aller avec d'habiliter le développement d'habitations de petite taille. Ça aussi, on peut retrouver ces obstacles-là dans la réglementation. Mais en fait, c'est ça, c'est que les UHA, dans le fond, c'est sûr que le principe, c'est que c'est une habitation qui est plus petite que le bâtiment principal. Donc, ça, c'est aussi à retenir. Ce n'est pas vraiment une UHA si c'est un bâtiment qui est à la limite aussi gros que le bâtiment principal. Donc, le principe de la petite taille est à préserver et à mettre de l'avant. Ici, toujours dans les principes architecturaux, le respect de la vie privée. Il y a moyen aussi d'insérer dans sa réglementation des dispositions qui vont faire en sorte que le caractère privé est maintenu. Donc, la qualité de vie des gens, c'est très important. Toutes les considérations patrimoniales, et c'est sûr que là, plus on va dans la brique et dans les matériaux nobles, plus c'est cher. Mais bon, écoutez, si c'est ça que ça prend pour autoriser, si un ménage peut se le permettre, pourquoi pas le permettre? Voilà, c'est un peu notre philosophie. Au niveau des principes environnementaux, c'est sûr que favoriser la protection des arbres matures, c'est hyper important. On met ça de l'avant aussi dans la réglementation municipale. Et puis, compenser les espaces végétalisés perdus. Souvent, en fait, c'est du gazon. Donc, la valeur environnementale, on s'entend qu'elle est très limitée du gazon, mais quand même. Donc, on veut s'assurer peut-être de joindre à ce projet-là construit toute une déclinaison d'aménagement paysager, de toits végétalisés et tout ça, notamment pour tout ce qui est la gestion des eaux de pluie. Encore une fois, là, c'est un très, très gros survol. On a un peu plus d'informations dans le guide en ligne là-dessus. Piste de solutions réglementaires. Encore une fois, là, en rafale, un peu pour justement mettre en pratique les principes que je viens de vous présenter. La flexibilité, je pense que ce serait le principe numéro 1 à mettre en œuvre à travers sa réglementation. Il faut créer un cadre habilitant, justement, pour ne pas trop mettre de bâtons dans les roues des gens. Puis c'est à ce moment-là que ça devient en fait beaucoup plus facile pour tout le monde, y compris vos officiers municipaux, dans justement la gestion d'octroi de permis puis d'inspection. Ça peut rapidement devenir très, très complexe, puis c'est vraiment pas ça qu'on veut. Le principe des incitatifs, ça aussi, c'est intéressant. Si on veut vraiment favoriser, si on fait le choix de vraiment miser là-dessus, sur les UHA, sur leur développement pour répondre à toutes sortes d'enjeux de société, c'est important de mettre en place des incitatifs, notamment peut-être de réduire les coûts d'émission de permis, de peut-être pas exiger justement l'aménagement d'une deuxième case de stationnement. Il y a plusieurs exemples, notamment justement, je pense Calgary et Ottawa ou Edmonton et Ottawa ont mis beaucoup de ces incitatifs-là en place et ça fonctionne très bien. Donc voilà, ne pas s'embourber dans toutes les questions de superficie minimale ou maximale, d'y aller de façon logique et aussi adaptée au cadre bâti en place.
Ça, c'était un des principes qu'on a beaucoup travaillé avec la Ville de Sainte-Catherine. Concevoir des processus administratifs le plus léger possible. Ça peut aussi, pour un projet d'unité d'habitation accessoire, quand on part, c'est comme une croisade de 2 ans opaque et complexe, ben, les gens abandonnent, c'est pas compliqué. Là. Donc voilà, vraiment de s'assurer de ne pas trop mettre de bâtons dans les roues aux gens. Puis ça, c'est aussi mettre des bâtons dans les roues des gens, c'est mettre des bâtons dans les roues des employés municipaux. Exigence d'occupation, ça aussi, c'est quelque chose qui ressort de nos recherches. En fait, la plupart des villes vont finir par abandonner l'exigence du lien de parenté entre l'habitant du bâtiment principal et du logement secondaire. Même chose pour les exigences de stationnement. Donc, beaucoup de villes commencent par exiger une case supplémentaire, mais finalement, au bout de quelques années, laissent faire parce que finalement, elles se rendent compte qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas nécessairement besoin. Donc, c'est à la discrétion des gens. S'ils veulent en mettre une, ils peuvent, mais sinon, ils ne sont pas obligés, puis ça facilite le développement et l'aboutissement des projets. Donc voilà, c'était vraiment très, très bref, là, mais pour conclure, je pense que pour promouvoir et permettre les UHA, c'est ça, il faut encadrer leur construction, il faut mettre en place des cadres habilitants, flexibles pour justement mieux encadrer et surtout capter les externalités positives et pouvoir les valoriser et les mettre de l'avant. Donc voilà, c'était très bref, mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas.